Bonjour à tous, et si on parlait d'Europe, de ce vieux continent dont on dit qu'il est à la croisée des chemins de son avenir, à quoi va-t-il ressembler le 9 juin prochain? 360 millions d'Européens sont appelés à élire leurs députés, 720 au total, 81 en France pour 5 ans. La France qui est d'ailleurs le pays le mieux représenté au Parlement derrière l'Allemagne. Alors qui sont ces candidats de Nouvelle-Aquitaine? Que défendent-ils? À quoi aspirent-ils? Bienvenue dans Européenne, moi candidat, et bonjour Laurence Farang. Bonjour. Merci d'être avec nous, députée européenne sortante. Vous repartez au combat, vous êtes 9e, c'est-à-dire en position éligible sur la liste Besoin d'Europe menée par Valérie Ayé. C'est la liste de la majorité présidentielle. L'Europe qui nous semble parfois si lointaine et pourtant qui joue un rôle majeur dans notre quotidien, mais qui cristallise aussi de nombreuses colères, beaucoup de tensions. Que dites-vous? Il en faut encore plus d'Europe? C'est toujours la faute à l'Europe parce que l'Europe, c'est une entité qu'on ne comprend pas bien. Et c'est malheureux parce qu'en effet, beaucoup de nos politiques sont décidées au plan européen et sont aussi l'œuvre réelle de l'action politique qu'on peut porter. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Renew Europe, qui est un groupe centriste et central, qui a fait en sorte de peser sur toutes les politiques européennes qui ont été décidées pendant 5 ans. Nous avons fait des avancées majeures que les Français vivent dans leur quotidien pour améliorer le climat, pour améliorer nos conditions de sécurité, pour améliorer la question des migrations. Et en effet, beaucoup de choses se décident en Europe. L'Europe, elle a décidé du plan de relance, de la lutte contre le Covid, elle a financé l'économie. Et oui, l'Union européenne doit être mieux connue à cette heure où nous allons redécider de sa représentation au Parlement européen. Alors, nous allons aller plus loin. Et pour ça, nous avons choisi 4 grands thèmes. Le premier, c'est l'agriculture. D'abord parce que nous sommes en région Nouvelle-Aquitaine et que c'est la région la plus agricole, la première région agricole de France. On se souvient de ces images, vous aussi j'imagine, de cet hiver et de cette colère des paysans montés sur Paris, sur Bruxelles pour crier leur désespoir, disait-il, parce que écrasés par les normes. L'Europe, elle est quand même pas déconnectée quand on regarde tout ça, de cette réalité-là, de leur réalité. L'Europe, la première politique de l'Union européenne, c'est la politique agricole commune. Cette politique agricole commune, pour laquelle je me suis battue avec mon groupe, c'est 10 milliards d'euros pour la France. Donc le premier sujet, c'est de dire l'Europe finance l'agriculture et elle est indispensable à l'agriculture. 10 milliards d'euros, mais bien ou mal répartis? Parce que c'est ce que disent un petit peu vos adversaires et aussi les agriculteurs. Mes adversaires, ils n'ont pas voté la PAC et son financement. Le Rassemblement national, qui joue ce jeu de la colère permanente, n'a pas voté le financement de la PAC. Donc avec le Rassemblement national, il n'y aurait même plus de budget. Est-ce que la PAC peut être améliorée? Évidemment, il y a beaucoup d'efforts qui ont été déjà consentis. Le sujet de mieux rémunérer les actifs plutôt que les surfaces, donc les plus petites exploitations, d'encourager le renouvellement de générations, d'accompagner les agriculteurs dans leur transition agricole qui mènent déjà. Tous ces sujets, nous les traitons à travers la politique agricole commune et nous allons développer encore ces points. Oui, parce que la nouvelle mandature va pencher sur la prochaine PAC. En attendant, il y a quand même cette colère et comment fait-on pour donner à ces agriculteurs un salaire décent? Parce que je rappelle qu'il est à peu près de 28 000 euros net par an en Europe, selon effectivement les pays et les disparités évidemment. Comment on fait pour leur donner un salaire décent en France? Il faut donner les moyens à la France de rester une grande puissante exportatrice. C'est un sujet clé et pour ça, il y a 2 points. Il y a la question de lutter contre la concurrence déloyale à l'intérieur même de l'Europe, mais avec l'extérieur. Donc c'est pour ça que nous avons décidé d'être une Europe moins naïve, en imposant des règles très précises dans nos échanges et dans les accords commerciaux. Et ça, c'est un point majeur. Ça tombe bien que vous me parliez de ça, parce qu'on est en région Nouvelle-Aquitaine. Oui. Donc on est frontalier avec l'Espagne, que vous connaissez bien, dont on dit que c'est un grand potager. Je prends l'exemple de la tomate, par exemple. La tomate, elle coûte bien moins cher en Espagne que chez nous, parce que les coûts de production sont différents. Que leur dites-vous aux agriculteurs qui se disent moi je me bats avec mes petites armes, mais je peux rien faire? Eh bien, il y a plein de sujets sur lesquels on doit aller vers encore plus d'harmonisation. C'est pour ça que l'Europe est importante. Vous savez qu'on travaille sur les questions sociales, d'harmonisation salariale notamment, avec un SMIC européen dans tous les pays, donc meilleure rémunération. Ça veut dire aussi qu'on doit avancer sur la question des pesticides et des usages de pesticides dangereux. On a échoué à la fin de la dernière mandature, mais nous, ce que nous cherchons à faire, c'est d'harmoniser toutes les pratiques
dans l'Europe avec les pratiques que l'on demande à nos agriculteurs qui sont plus vertueuses. Et sur les accords de libre-échange, alors il faut encore les développer, mais en les encadrant différemment? Les accords de libre-échange, il faut arrêter de les diaboliser, ils sont très vertueux. Vous parlez de notre région, nous sommes dans une région viticole et de production de spiritueux. C'est clé dans l'économie viticole et des spiritueux. Mais il ne faut pas n'importe quels accords commerciaux. Il faut des accords commerciaux qui, encore une fois, respectent nos règles et qu'on n'importe pas chez nous des produits qui ne respectent pas nos standards de production. C'est pour ça que nous disons non à l'accord du Mercosur, puisque il faut rentrer dans nos pays des produits qui sont issus de méthodes que nous réprouvons. En revanche, nous disons oui à des accords qui sont vertueux. Nous avons notamment validé, ratifié l'accord avec la Nouvelle-Zélande parce qu'il était basé sur le respect des accords de Paris. N'empêche que ça inquiète quand même cet accord les producteurs de lait. Juste un mot, vous parliez des pesticides il y a un instant. Certaines règles environnementales ont été assouplies aux grandes dames des écologistes, justement sous la pression des agriculteurs. C'est la PAC qui a été révisée il n'y a pas très longtemps. Est-ce que là, il n'y a pas un recul? Est-ce que finalement, ce qu'on a décidé aujourd'hui, on ne va pas le payer d'ici 5 ans? En fait, il faut être réaliste en politique. Entre la PAC qu'on a décidée et aujourd'hui, il s'est passé la crise à nos frontières, la crise de l'Ukraine, qui a vraiment déstabilisé les marchés, qui a augmenté les coûts de production. Donc, nous avons écouté les agriculteurs quand ils nous ont demandé de revenir sur certaines contraintes environnementales. Je pense notamment aux jachères. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le secteur maïsicole dans notre région. C'était très important pour eux. Nous avons revu ce point. Temporairement, il y a des dérogations et je pense qu'il faut évoluer et encore une fois ne pas pénaliser notre agriculteur et notre puissance exportatrice. Oui, mais regardez le pacte vert, le Green Deal, qui est assez controversé quand même malgré tout. Le projet phare de baisser de 50% l'usage des produits phytosanitaires d'ici 2030 a été retiré. Donc c'est pareil, on fait machine arrière dans pas mal de domaines écologiques, non ? Nous allons revenir sur ce sujet parce que c'est clé pour la santé des agriculteurs, ils le savent, pour la santé aussi des consommateurs. Et pour ça, il ne faut pas d'interdiction sans solution. Et c'est sur ce sujet des solutions que nous avançons. Un exemple, nous avons voté en fin de mandature la possibilité de faire usage des NGT, des nouvelles techniques génomiques qui permettent de mettre sur le marché des semences, des plantes qui sont moins gourmandes en eau, moins gourmandes en pesticides. Et nous travaillons aussi sur les solutions de biocontrôle. Donc nous sommes dans une approche réaliste de cette transition écologique, c'est-à-dire qu'on demande aux agriculteurs de faire ces efforts qu'ils consentent, qu'ils font eux-mêmes, mais pas en les laissant au milieu du gué sans solution, parce qu'il faut aussi que nous travaillions à notre productivité, à notre souveraineté alimentaire. Alors, on va passer au troisième thème, qui est celui des transports, parce que c'est important. On va démarrer avec le rail, à l'heure où l'on parle beaucoup de la LGV. On en sait quelque chose ici en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on est à 2 heures de Paris depuis Bordeaux. Et puis, il y a la ligne Bordeaux-Dax-Toulouse qui approche. Il y a ces grandes lignes qui permettent ces connexions entre les grandes métropoles. Et puis, il y a ces petits trains du quotidien. Monsieur Mme Dupont, qui habite au fin fond du Lot-et-Garonne ou de la Dordogne et qui se servent de ces trains pour aller travailler chaque jour et qui se disent nous, on est un peu démunis parce que des fois, on n'en a pas, ils ne sont pas à l'heure, les voies sont pas d'actualité, on va dire, rénovées. Comment on fait pour que l'Europe s'en empare ? L'Europe, elle est dans un schéma d'interconnexion. Elle a un grand schéma qui s'appelle l'interconnexion européen et c'est ce qui va financer notre LGV. Moi, je reviens sur ce sujet-là parce que le sujet de la LGV, il est très lié au transport du quotidien. Ça veut dire que les transports vont être améliorés. Alors, on reviendra aux zones rurales, mais en périphérie de Bordeaux et de Toulouse, la mise en place de la LGV vont permettre déjà d'avoir des TER métropolitains, ce qui est très important. Vous parliez des petites lignes. Moi, j'habite à Pau. Et aujourd'hui, la LGV, il n'y en a pas, il n'y a pas de desserte efficace. Donc le fait que la LGV puisse arriver jusqu'à Dax est extrêmement précieux. Ensuite, il y a la question de continuité du service, et là, ça relève beaucoup de la SNCF. Dans le même temps, l'Union européenne, elle développe beaucoup les transports par le FEDER, elle développe les transports propres, elle développe des solutions à chacun, elle va permettre d'équiper nos zones rurales, nos villages en bornes de recharge électrique. Donc l'Europe, elle intervient parce que le train n'est pas la solution partout.
Hein, il faut une continuité de transport, il faut plusieurs solutions. Et moi, je crois beaucoup que le développement du transport électrique en zone rurale sera une priorité absolue. Alors, un mot maintenant sur la route et sur les méga-camions. Parce que le Parlement européen, il a ouvert la voie à la circulation facilitée de ces méga-camions qui existent déjà, regardez, en Europe, puisque la France, elle est assez isolée. Ils roulent en Espagne, ils roulent pas mal dans les pays du Nord. Ces méga-camions, bien, ce sont des véhicules jusqu'à 25 mètres de long, ils peuvent peser jusqu'à 60 tonnes. Que dites-vous? La France est plutôt contre pour le moment, et pourtant on n'est pas à l'abri qu'ils arrivent un jour. Oui, en effet, moi j'ai pris position contre cette solution parce qu'évidemment, ça pose des questions. On est dans une région transfrontalière. On sait qu'on a des lignes de passage quand on est sur la côte basque où c'est absolument plus praticable. C'est pour ça que le développement du ferroviaire, mais aussi du maritime et du maritime propre sont des solutions alternatives que, pour ma part, je défends prioritairement parce que ce type de camion qui passe sur nos routes aujourd'hui, ce n'est pas envisageable. Et que dites-vous à ceux qui vous disent, bah oui, mais finalement, ils permettent peut-être d'économiser, du carburant et de réduire les émissions à gaz à effet de serre? Ce n'est pas en faisant toujours plus gros qu'on apporte des solutions. Encore une fois, je pense que la solution n'est plus sur la route parce que nous ne pouvons pas et que le train, là encore, sera une solution clé. Vous parliez des petits transports du quotidien. Moi, je ne suis pas forcément très en faveur de la Pau-Canfranc, qui est très portée par la région, parce qu'aujourd'hui, elle n'apporte pas de réelles solutions de fret. Alors, je sais qu'il y a des solutions qui sont à l'étude avec nos voisins espagnols, mais aujourd'hui, on n'y est pas. Il faut absolument que ce type de ligne puisse accueillir du fret, et je suis pour le développement du ferroutage contre ce type de solution routière et en soi polluante. Parmi les mesures pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il y a la fin de vente des voitures thermiques neuves en 2035. Mesure climatique la moins populaire en Europe. Que faites-vous des classes moyennes, les plus fragiles, les plus démunies? Parce que tout le monde ne pourra pas se payer une voiture électrique et à bon marché en plus. La solution, elle est de deux ordres. Elle est d'une part dans l'investissement de notre production automobile pour développer la production et faire baisser les prix. Ça va être une montée en puissance. On travaille main dans la main avec le secteur automobile depuis et même avant que cette décision ait été prise, parce qu'au moins les industriels européens ont une feuille de route, c'est le cas de le dire. Et puis d'un autre côté, il y a des solutions au plan national pour avoir des solutions de leasing. Mais vous croyez qu'on pourra acheter une voiture européenne au même prix qu'une voiture chinoise ? Alors là, il y a une question de concurrence qui se pose. Vous avez suivi la récente visite du dirigeant chinois. C'était un sujet à l'ordre du jour, puisque l'Union européenne a fait aussi des poursuites contre des principes de sursubventionnement de leur industrie. Une enquête a été menée et elle a été levée puisque la Chine a reculé sur ce point. Donc l'Union européenne, elle est là pour faire respecter les règles et empêcher qu'il y ait un soutien artificiel de l'économie pour faire baisser les prix. Voilà. On va s'intéresser à un dernier thème, Laurence Farang, et il est important, c'est celui des migrations. Parce que le vieux continent, c'est le théâtre d'une montée inédite des nationalismes et des partis d'extrême droite. Ils sont en tête des intentions de vote pour ces élections dans 9 pays de l'Union européenne. C'est le cas, par exemple, en France. L'immigration, pour vous, c'est une chance ou une menace? C'est aujourd'hui une question pas traitée, qui va l'être enfin, mais en effet, la solution n'était absolument pas acceptable pour deux raisons. Parce que d'une part, on vit des drames. La Méditerranée, qui est le cimetière de 25 000 personnes en migration, c'est inacceptable. Et de l'autre, on ne peut pas accueillir absolument tout le monde sans réglementation, sans régulation au sein de l'Europe. Et là, j'imagine que vous parlez du vote du pacte asile-immigration, voilà. Que vous assumez. Alors, j'assume totalement. Alors, vous savez que nous avons été le seul parti français à le voter. Parce que à gauche, on dit qu'il est trop dur. À droite, à l'extrême droite, on dit qu'il est trop laxiste. Je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi ni les... En tout cas, c'est irresponsable de ne pas avoir voté ce texte. Qu'est-ce qu'il dit, ce texte? Il dit deux choses. Il dit on ne peut accueillir que ceux qui doivent l'être. Donc l'Union européenne régule la migration et les demandeurs d'asile qui fuient donc leur pays pour des raisons de guerre, d'économie, de persécution et qui doivent pouvoir être accueillis ou non. Et donc ce texte, il vise à renforcer les procédures d'accueil, de filtrage, d'enregistrement des migrants pour un meilleur suivi. Et il demande une autre chose qui est la solidarité européenne, puisqu'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes États membres, donc les États du Sud qui sont confrontés à l'accueil des migrants et on voit les problèmes que ça
ça pose, Espagne, Italie, Grèce, ou les pays d'accueil, dont la France, qui est un pays très demandé. Donc oui, on assume ce côté beaucoup plus restrictif, mais beaucoup plus humain, parce qu'au moins, les procédures seront harmonisées à l'échelle de l'Union européenne. Mais vous croyez réellement qu'il va empêcher ou faire reculer des gens qui croient en un Eldorado ? Parce que dans le même temps aussi, on ne parle pas d'un sujet qui est la mafia des passeurs. Et sur ce plan-là aussi, ces passeurs, ils donnent un passeport vers la mort à beaucoup de migrants. Donc nous allons travailler davantage avec les pays de départ et pour lutter contre ces passeurs, notamment en renforçant la police aux frontières et les gardes-côtes qui sont Frontex. On est monté en puissance à 10 000 gardes-côtes pratiquement. On veut passer à 30 000 pour réglementer et assurer les poursuites pour que les gens ne partent pas et en plus ne partent pas dans des mauvaises conditions. Laurence Farang, si vous êtes réélu, vous siégerez au Parlement européen dans le groupe Renew, comme c'est le cas aujourd'hui, troisième groupe du Parlement à l'heure actuelle. Quel est pour vous le défi majeur de cette élection, de ces 5 nouvelles années qui s'annoncent ? C'est quoi le défi majeur pour vous ? Le défi, c'est de notre sécurité, le défi de la paix. Et c'est un défi majeur pour la France parce qu'il ne pourra pas y avoir de France forte sans une Europe forte. Contrairement à ce que nous disent les nationalistes qui disent qu'il faut revenir à un État souverain. On a de telles menaces à l'extérieur de nos frontières, mais aussi à l'intérieur. Vous parlez de la montée des extrêmes, du risque qu'il y a pour la démocratie, du risque qu'il y a de revenir sur des progrès qu'on a faits en matière de climat, de qualité de vie, de stabilité économique avec l'euro. Toutes ces grandes avancées, elles peuvent être complètement remises en cause. Quand le président de la République dit « l'Europe est mortelle », oui, elle peut mourir le 9 juin ou pas. Donc c'est important de dire « c'est une échéance européenne et il n'y aura qu'un tour ». Donc rendez-vous pour donner un avenir à la France dans cette Europe forte. Merci Laurence Farang. Merci.